C'est un plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de Magloire Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité qui s'ouvre par l'essentiel. Au sommaire de ce journal, la RDC et l'Angola accélèrent leur partenariat autour de l'interconnexion électrique régionale. Pour y arriver, le ministre des Ressources hydrauliques, Aimé Molendo Sakombi, accompagné du directeur général de la Société nationale d'électricité, Teddy Luamba, a été reçu par le président angolais Joao Lourenço pour étude de faisabilité. Ensuite, respect du cessez-le-feu, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Viviane Van de Per, a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Loukou, pour aborder cette question d'intérêt commun. Les détails, c'est tout à l'heure dans ce journal. Redevabilité oblige, l'argentier national Doudou Fouamba Libotaï a été devant les élus des élus pour répondre à une question orale lui adressée relative aux 40% des recettes dues aux provinces. Ensuite, poursuivant son séjour au pays de Nelson Mandela, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, accompagné du ministre provincial de l'Agriculture, était en face des investisseurs sud-africains. Objectif, l'apport de l'expertise sud-africaine dans le Haut-Katanga pour booster le secteur agricole. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent à votre journal. Bienvenue. À premier titre de cette session d'actualité, la République démocratique du Congo et l'Angola accélèrent leur partenariat autour de l'interconnexion électrique régionale. À mission officielle à Luanda, le ministre des Ressources hydrauliques ainsi que le directeur de la Société nationale d'électricité, Teddy Luamba, a été reçu par le président angolais Joao Lourenço pour faire avancer le projet des lignes électriques plutôt entre les deux pays. Plus de précision, c'est dans cet élément de reportage. Le projet s'inscrit dans une dynamique de coopération régionale où l'énergie apparaît comme un levier essentiel du développement économique et social. Lors des échanges entre les autorités congolaises et angolaises, les discussions ont également porté sur la signature d'un traité de stabilité de la desserte électrique. Cet accord traduit une volonté commune de bâtir une coopération bilatérale solide au service de la croissance économique et du bien-être des populations. À travers cette initiative, Kinshasa et Luanda ambitionnent de renforcer leur collaboration autour d'infrastructures électriques communes afin de répondre efficacement aux besoins énergétiques de la région. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi, a indiqué que sa mission en Angola portait principalement sur un projet d'interconnexion électrique entre les deux États. Cette démarche illustre la volonté des deux pays de développer des projets stratégiques capables de renforcer leurs capacités énergétiques respectives. Pour la RDC, cette coopération pourrait soutenir les ambitions du gouvernement en matière d'approvisionnement énergétique et d'interconnexion des réseaux. De son côté, l'Angola confirme son rôle de partenaire régional majeur dans les initiatives liées de cette rencontre diplomatique. Rendons-nous à présent à la vice-primature de l'Intérieur où Jacquemain Chabani-Loukou a reçu en audience dans son cabinet de travail la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Viviane Van de Per, jeudi 14 mai 2026. Au menu de la rencontre, l'appui des Nations Unies aux efforts visant le respect du cessez-le-feu conformément aux accords de Washington ainsi que de Doha. Suivez dans cet extrait choisi pour vous par Naomi Faïla Dianga, Viviane Van de Per, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies. Échanger avec son Excellence le ministre sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Situation pas facile. Il y a un cessez-le-feu
sur le papier, mais maintenant c'est important que la situation réelle conforme à les promesses faites à Goma. Et la MONUSCO est là pour soutenir le gouvernement, pour soutenir le processus. Nous avons aussi échangé sur la situation de la police, l'état de réforme et encore la MONUSCO a offert son soutien. La MONUSCO protège les camps de déplacés à Ituri, beaucoup de camps de déplacés. La situation dans les territoires où se trouve le combat, c'est plus difficile pour nous parce que ce n'est pas facile de bouger. Mais dans tous les autres territoires, nous avons un plein rôle de protection des civils et on le fait. Et dans un exercice de redevabilité, l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai a répondu à une question orale avec débat au Sénat, initié par le sénateur Célestin Vunabandi, portant sur la rétrocession des recettes dues aux provinces, l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation ainsi que la gestion des biens aérianisés. Suivez dans cet extrait l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai qui apporte sa réponse. Votre gouvernement n'a pas abandonné ces provinces. Votre gouvernement a fait des efforts dans un contexte de guerre particulier. Et ces efforts doivent être salués et je vous prie de les saluer. Parce que ce dont nous faisons face, ce n'est pas une petite guerre entre des agresseurs moins connus, c'est une agression que nous subissons depuis des jours avec des de nos grandes provinces amplitude. Des recettes publiques mobilisées dans ces provinces qui ne nous arrivent pas. Mais avec résilience, nous avons tenu sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à relever ces défis de la gouvernance de nos provinces. Revenons ici en province. Le président de l'organe délibérant, Kabwe Mwamba Michel, a reçu en audience jeudi 14 mai 2026 une délégation du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA en sigle. Cette dernière est allée solliciter l'accompagnement de la première institution en province dans le processus d'identification de la population congolaise qui débutera très prochainement. Au sortir de l'audience, Gérard Luango Bandera, directeur provincial de l'Institut national des statistiques et coordonnateur du bureau provincial de recensement, s'est livré à la presse. Je vous prie de le suivre ici au micro d'Esther Mbouyi Mutombo et Dieu merci Tchonza Kabia. L'objet de notre audience était de demander l'implication du président de l'Assemblée provinciale ainsi que l'implication des honorables députés concernant le recensement général de la population et de l'habitat. Parce que d'ici la semaine prochaine, une délégation de Kinshasa sera ici en province et on aimerait qu'il puisse avoir un temps au niveau de la plénière pour sensibiliser les honorables députés et disons la population en général sur les bien fondés du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en RDC. Parce que ça fait déjà 42 ans depuis qu'on avait organisé le dernier recensement général de la population et de l'habitat dans notre pays. Et donc il faudrait que les députés en tant que leaders déjà s'impliquer activement pour que la population puisse accueillir ce deuxième recensement avec beaucoup d'objectivité. Le président de l'Assemblée provinciale est vraiment très ouvert. Il nous a promis qu'on pourra programmer d'ici peut-être la semaine prochaine ou bien l'autre semaine une plénière où on pourra donner aux représentants pays de l'INFPA en RDC
la parole ainsi qu'à nos autorités de l'Institut national de la statistique pour qu'on puisse essayer un peu d'expliquer les bien fondés de cette opération de recensement. Dans un autre registre, l'autorité provinciale du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, s'est entretenu jeudi 14 mai 2026 avec quelques investisseurs sud-africains désireux d'apporter leur expertise dans le Haut-Katanga pour booster le secteur agricole. Les échanges ont porté sur ou se sont déroulés en présence du consul de l'Afrique du Sud à Lubumbashi et du ministre provincial de l'agriculture Bobo Maloulou Kalungwe. Plus de précisions, c'est dans cet élément de reportage. Les échanges entre le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, et le directeur général de l'entreprise Yellowstone, Nathan Schaeffer, ont porté ce jeudi 14 mai 2026 à Nampo Park sur les projets agricoles qu'il faut financer pour l'acquisition des entrées de la province et des intrants agricoles, sans oublier l'accompagnement des agriculteurs avec possibilité d'accroître la production locale afin de lutter contre la famine, dit le DG Nathan. Donc, ils ont parlé sur l'exportation de semences. Donc au lieu qu'ils commencent à fabriquer ici ou qu'ils nous fassent ici et puis nous emmener, ils peuvent nous faire des réservations là-bas. Donc à partir de là, ils peuvent faire des fabrications comme ça. La question de réhabilitation des infrastructures routières, au mieux celle de la route Lubumbashi-Kasumbalesa, a été également abordée. Une préoccupation du gouvernement central qui s'y attelle déjà en parfaite collaboration avec le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour la matérialisation de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions sociales de la population. Donc, ils ont beaucoup de projets, le projet d'infrastructure, construction des routes, et puis ils sont aussi basés dans l'agriculture. Donc, comme c'était la première fois, normalement, ils ont parlé sur la route quittant le Congo vers la Zambie. Donc, ils vont faire la liaison de la Zambie vers Congo RDC. Tous ces projets nécessitent certainement le financement. Voilà pourquoi l'autorité provinciale du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, accompagné de son ministre provincial de l'Agriculture, Bobo Maloulou Kalungwe, et des experts en agriculture et élevage, a rencontré le responsable de Nedbank, une banque africaine qui souhaite s'installer dans les tout prochains jours en RDC pour subventionner les coopératives des agriculteurs Nampo Park en République sud-africaine. Et puis, longtemps connu pour ses richesses minières, le Haut-Katanga se prépare aujourd'hui à devenir le futur grenier agricole de la République démocratique du Congo depuis l'Afrique du Sud. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula porte haut la vision d'une province visiblement tournée vers la production, l'autosuffisance alimentaire et la création d'emplois pour la jeunesse. Devant la presse sud-africaine, Martin Kazembe Choula a vanté ainsi le sol haut-katangais. Suivez. Devant la presse sud-africaine internationale, présente ce jeudi 14 mai 2026 à l'exposition agricole Nampo Harvest Day 2026 en Afrique du Sud, le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a parlé de manière éloquente des opportunités offertes par le Haut-Katanga dans le secteur de l'agriculture. Plusieurs millions d'hectares qui sont jusque-là inexploités. La politique de notre province du Haut-Katanga, c'est d'emboîter les pas de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de diversifier l'économie, de procéder par une mutation des mines vers l'activité agricole. Parce que les mines peuvent s'épuiser un jour, mais l'agriculture, elle est renouvelable. C'est pourquoi, au niveau de la province, nous avons une politique de subvention et d'encadrement des agriculteurs. Il n'y a pas que l'agriculture. Les intéressés qui souhaitent apporter leur expertise dans d'autres domaines, tels que les infrastructures, le tourisme et autres dans le Haut-Katanga, sont les bienvenus et leur sécurité est bien garantie, précise Moana Mayo. Nous avons des cours d'eau, des rivières, des lacs qui ne tarissent jamais. Nous avons des espaces considérables qui peuvent vous permettre à faire de l'élevage de bétail.
Tout ça se traduit en termes d'opportunités, de vous attirer de venir investir chez nous. Plusieurs autres questions relatives à la cartographie du Haut-Katanga ont été abordées par le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui n'a pas hésité un seul instant de saluer les bonnes relations existantes entre le pays de Cyril Ramaphosa et celui de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au chapitre de l'éducation, c'est dans le but de concilier la théorie à la pratique que les élèves de la maternelle du complexe scolaire Hermont ont visité ce vendredi 15 mai 2026 les installations de la chaîne de radio et télévision Magloire transformées en lieu didactique. Ces enfants ont reçu durant leur découverte des explications sur les nouveaux moyens de communication et d'information étudiés en classe. Motif de satisfaction pour ces élèves et leurs encadreurs. Plus de précisions dans cet élément de reportage signé Leroy Mwamba Kataloué et Alvin Goy. Les élèves de la maternelle du complexe scolaire Hermont ont effectué ce 15 mai 2026 une visite d'acquisition des connaissances à la chaîne des radios et télévisions Magloire, située au quartier Tiamalale. À leur arrivée, cette délégation, 2 élèves et formatrices, a bénéficié d'un accueil délirant marqué par des présentations des locaux de ce média. D'abord commençant par la réception, comme toute entreprise responsable où l'accueil occupe une place de choix, et Magloire sait comment accueillir ses hôtes avec délicatesse. Yvon Chimbalangam Piana, rédacteur en chef de Magloire et Télévision, s'est illustré en fournissant des explications bien détaillées en rapport avec le fonctionnement de celle-ci. À la radio, ses élèves ont découvert la magie médiatique. Micro, casque, dispositif de réglage des sons, des chaises de confort, une table. Tout instrument répond aux exigences d'un média international associé à la connexion de sa régie où chaque matériel est installé à la place qu'il faut. Il ne s'est pas limité là, il les a conviés à découvrir la salle de la rédaction, salle mythique, lieu où le chevalier de la plume et du micro travaille de fond en comble pour offrir aux auditeurs et téléspectateurs des informations bien traitées. Puis suivra le plateau télé où chaque dispositif trouvé montre la qualité, offrant ainsi aux élèves du complexe scolaire Hermont une dose de savoir à la hauteur de leurs attentes pour avoir vu et touché le nouveau moyen de communication et d'information tel qu'étudié à l'école. À l'issue de cette visite pédagogique dans les installations de la radio-télévision Magloire, quelques élèves ont livré des démonstrations sur le plateau, un moment magique et historique que personne ne voulait louper. Complexe scolaire Hermont, tu as ouvert mon intelligence. Tu es le meilleur des mères. Lorsque j'étais venue à toi, je ne connaissais rien, ni parler, ni chanter, ni tenir des crayons. Mais pas de patience, mon amour, ta beauté. Je suis devenue ce que je suis. Je vous remercie. Félicitations la race du monde. Dans le monde, il y a plusieurs races. La race blanche, la race jaune, la race rouge et la race noire. Les enseignants sont revenus sur le motif de leur présence à la chaîne Magloire, invitant au passage les autres écoles à faire de même. Les enfants ont aimé à travers le moyen de communication. Ils ont aimé vraiment, ils ont vu comment on peut se communiquer à travers la télé. On a aimé nous tous, on a été éblouis et je peux recommander toutes les écoles qui peuvent me suivre de venir aussi visiter la chaîne Magloire. We are coming to visit, to pay a short visit to Magloire Television. This is the very good place, the very nice. We congratulate you. Cette visite scolaire offerte aux enfants de la maternelle d'Hermont témoigne d'une volonté à la fois pédagogique et d'accroissement des capacités nécessaires dans la formation de ces futurs cadres du pays qui ont jeté leur dévolu sur Magloire Radio-Télévision, qui reste un lieu d'apprentissage par excellence. Après cette belle visite d'instruction pour ces élèves de la maternelle du complexe scolaire Hermont, place à présent, mesdames et messieurs, à l'actualité sportive.
En sport, un seul titre à retenir. Plusieurs matchs étaient au rendez-vous jeudi 14 mai 2026 à la Coupe du Monde, d'Afrique de Nations de moins des 17 ans au Maroc 2026. La Tanzanie s'est imposée face au Mozambique et le Ghana a fait jeu égal devant l'Algérie. Et de l'autre côté, l'Afrique du Sud était en train de dicter sa loi devant le Sénégal pour le compte de la première journée du groupe D de cette même compétition. Bovin Kazadilou Kwanga nous en dit plus dans ce commentaire. Le talent de jeunes joueurs africains sont bel et bien mis en lumière par la Confédération africaine de football à travers cette CAN U17 2026. C'est le cas de cette sélection tanzanienne qui n'a pas eu pitié de l'équipe mozambicaine. Cette sélection a ramassé 3-0 lors de son entrée en compétition. Le Taifa Stars de la Tanzanie se sont débarrassés librement de leurs adversaires grâce à ces jeunes espoirs qui ont fait l'essentiel. L'ouverture du score est intervenue à la 26e minute par l'entremise de Disman. Complété par ses coéquipiers Pasco à la demi à la 35e minute et Razaki à la 63e. La deuxième affiche opposait le Sénégal à l'Afrique du Sud. Cette jeune équipe sud-africaine a démontré sa suprématie grâce à sa victoire de 2-1 contre 1. Malgré l'ouverture du score du Sénégal à la 44e minute, grâce au savoir-faire du défenseur Cheikh Dior. La réponse des Sud-Africains n'a pas tardé à venir. Les Bafana Bafana ont réalisé un très bon retournement des situations au Lionceau de la Teranga à la 48e minute pour la réduction du score. Un but qui a redonné du souffle et de l'énergie à cette sélection arc-en-ciel d'ajouter la mise sur une frappe contrée par les défenseurs sénégalais, Cheikh Dior, marquant contre son camp. Une victoire qui a redonné la joie aux jeunes joueurs sud-africains. La dernière affiche est celle qui mettait en face l'Algérie et le Ghana. Les deux équipes se sont neutralisées. 2 buts partout, score à l'arrivée. Pourtant, le Black Star du Ghana était les premiers à faire mouche à la 3e minute par Yao Gavi. Quelques minutes après, soit à la 10e, Eric Adou ajoute la mise au compteur. Worked it well through the lines and that's ambitious. Oh, what a cracker. Cette Ève va conduire les deux sélections en pause. La remontada algérienne s'est invitée en deuxième période à travers une nouvelle technique et tactique utilisée par l'Algérie afin de réduire le score à la 57e minute, signé Adem Benali qui relance le jeu. Arrivé à la 66e, le Fennec d'Algérie égalise sur un penalty bien tiré par Grini. 2 buts partout et le score de cette affiche. Et la dernière étape de cette session d'actualité est consacrée aux informations internationales et est à suivre après cette transition. En Afrique du Sud, le Congrès national africain, ANC en sigle, soutient le président Cyril Ramaphosa, visé par une procédure de destitution liée au scandale dit de Femgate. Alors que de l'autre côté, le Maroc et la Syrie renforcent leurs relations diplomatiques après plus de 10 ans de rupture. Des précisions dans ce condensé. Nouvelle page internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue. Au marché arabe de Dain, à Port-Soudan, les marchands Béja polissent et vendent des épées Cascara avec leurs lames droites à double tranchant. Elles sont traditionnellement portées lors des mariages ou de voyages. Elles symbolisent l'identité des Soudanais de l'Est. Ahmed Boli, marchand d'épées, explique que le Cascara est entré durablement dans la culture soudanaise et représente aujourd'hui une fierté pour le peuple. Les Béja de l'Est du Soudan restent attachés à leurs coutumes et traditions, incarnées par l'épée, le poignard et le fouet. Ce que l'on voit sur ce marché représente le patrimoine et la culture des habitants de l'Est du Soudan, raconte le marchand d'épée.
Jusqu'à présent, lorsqu'une personne originaire de Béja porte une épée et un poignard, cela est considéré comme une tradition sacrée. Il croit qu'un chevalier doit porter une épée lors de ses voyages et de ses déplacements. Même lors d'événements sociaux, le marié et ses compagnons portent des épées, respectant ainsi ses coutumes, précise-t-il. Le Kaskara n'est pas qu'une simple épée, il incarne des siècles d'histoire, d'influence et de savoir-faire. Il s'agit de l'une des épées les plus emblématiques de la région du Sahel oriental, décrite par les experts comme une fusion entre l'artisanat africain et les techniques de fabrication d'épées arabes et européennes. Et puis, le Congrès national africain, ANC, au pouvoir en Afrique du Sud, a réaffirmé son soutien au président Cyril Ramaphosa, visé par une procédure de destitution liée au scandale du Famgate. Réunis au Cap, les responsables du parti ont défendu le chef de l'État, alors que l'opposition réclame sa démission après les révélations sur le vol de 4 millions de dollars en liquide dans sa ferme privée. Le secrétaire général de l'ANC, Fikile Bamboula, a indiqué que le président sud-africain attendrait les conclusions judiciaire avant toute décision. Selon lui, Cyril Ramaphosa examinera le rapport parlementaire fondé sur l'article 89 de la Constitution en tenant compte de l'avis de ses conseillers juridiques. Fikile Bamboula a également dénoncé les pressions de l'opposition, estimant que les appels à la démission du président interviennent avant même la fin de la procédure parlementaire. Le scandale Famgate fragilise politiquement Cyril Ramaphosa depuis plusieurs mois. L'opposition accuse le président d'avoir dissimulé le vol d'importantes sommes d'argent conservées dans sa propriété privée. Enfin, le ministre syrien des Affaires étrangères Assad al-Shaibani a effectué une visite officielle au Maroc, une première depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024. Cette visite marque une nouvelle étape dans le rapprochement diplomatique entre Rabat et Damas après plus de 10 ans de rupture. À l'issue d'une rencontre avec son homologue marocain Nasser Bourita, les autorités syriennes ont annoncé la réouverture prochaine de l'ambassade de Syrie au Maroc. Assad al-Shaibani a également indiqué attendre l'ouverture officielle de l'ambassade marocaine à Damas. Le chef de la diplomatie marocaine a qualifié cette visite d'historique, estimant qu'elle ouvre une nouvelle phase dans les relations bilatérales entre les deux pays. Le Maroc avait fermé son ambassade en Syrie en 2012, au début de la guerre civile et des violences contre le régime de Bachar al-Assad. En mai 2025, Rabat avait toutefois décidé de rétablir progressivement ses relations diplomatiques avec Damas. Et ce serait tout pour cette randonnée internationale. Mille merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Nous permet de jeter l'encre de cette session d'actualité. À vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Magloire Télévision, merci de nous avoir suivis et surtout merci pour votre fidélité.